Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus, d'avoir bravé la pluie pour ce meet-up, et merci à Elastic de nous permettre de nous réunir. Donc, je m'appelle Jeanne Le Garec, je travaille pour la société Basis Technology. Et je vais commencer par vous décevoir parce que je ne suis pas technique. Je ne code pas, je ne développe pas, mais je vous rassure, je ne suis pas commerciale non plus. Donc, je ne vais pas vous faire un argumentaire de vente. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis responsable partenaire chez Basis Technology, qui est une société américaine. Et donc, je travaille avec les équipes d'Elastic. Je m'assure que nos équipes ont bien toutes les dernières informations pour développer nos plugins qui sont compatibles avec la dernière version d'Elasticsearch. Et je m'occupe surtout des événements que nous pouvons avoir en commun avec les équipes Elastic. Voilà, donc c'est une petite présentation de 30 minutes. J'ai très peu de slides. Le tout, c'est surtout de vous montrer ce plugin. Donc, Basis, qui est basé à Cambridge, dans le Massachusetts. C'est une présentation, et je vous ai mis un peu la carte, c'est une présentation qu'on fait dans le cadre d'un roadshow. On a déjà fait ça il y a 2 ans lorsqu'on avait sorti nos premiers plugins Elastic. Donc là, cette présentation, elle a déjà été faite à Boston il y a 1 mois. On l'a fait ce soir à Paris. Elle va être faite à Washington, D.C., à Londres, à Tokyo, etc. Donc ça fait vraiment partie de la présentation de nos nouveaux plugins. Mais je ne voulais pas passer trop de temps là-dessus. Donc je vais déjà vous présenter Basis Technology pour ceux qui ne connaissent pas. Le nom du produit, le produit s'appelle Rosette. C'est pas moi qui ai trouvé le nom. La société, elle est là depuis 20 ans. Et ça fait 20 ans donc on commercialise une solution qui fait de l'analyse de texte. C'est être capable d'extraire des informations qui sont cachées dans un contenu non structuré. Voilà. Alors je vous ai mis à droite les fonctionnalités que l'on fait depuis plus longtemps. Donc c'est-à-dire être capable d'identifier les langues qui sont présentes dans vos textes. Est-ce que tous vos documents sont en anglais, en français, en allemand, en turc, etc. On est capable de dire où sont les mots dans vos documents. Quelle est la nature de ces mots? Est-ce que ce sont des noms? Est-ce que ce sont des pronoms? Est-ce que ce sont des verbes, des adjectifs? On fait la lématisation, donc c'est là où on se différencie avec Elasticsearch, qui fait du stemming. Donc vous allez voir dans quel cas c'est intéressant d'utiliser le stemming et dans quel cas c'est intéressant d'utiliser la lématisation. Les étiquettes grammaticales donc, et les tags des phrases. Parce qu'aujourd'hui, dans vos contenus, dans vos phrases, c'est pas parce qu'il y a un point que cela signifie que c'est la fin de votre phrase. Parce que je peux vous envoyer un mail en disant « Bonjour, mon adresse mail est jeanne@basistech.com ». Ce point ne signifie pas que c'est la fin de ma phrase. Donc ça, on est aussi capable de comprendre le contexte et de dire ce point-là, c'est la fin de cette phrase. Et puis donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs années. Et une chose en amenant une autre, on s'est dit, bon, maintenant qu'on est capable d'analyser le texte, comment est-ce qu'on va être capable de tirer les informations pertinentes de ce texte? Et on a travaillé avec pas mal d'agences du gouvernement américain qui nous disaient, mais comment on cherche quelque chose quand on ne sait pas exactement ce qu'on cherche? Donc comment on va trouver le nom des personnes lorsqu'on ne connaît pas ce prénom ou ce nom-là? Donc on fait l'extraction d'entités. Une entité, c'est le nom d'une personne, le nom d'un lieu, le nom d'une société, ça peut être une date, ça peut être un numéro de carte bancaire, ça peut être un numéro de SSN qui est intéressant, de sécurité sociale qui est intéressant aux États-Unis. Donc tout ça, ce sont des entités que nous sommes capables d'extraire de vos documents et en plusieurs langues. Et la résolution d'entité, c'est être capable de dire, lorsqu'il y a Bill Clinton et Hillary Clinton, être capable de différencier l'un et l'autre en fonction du contexte. Puis voilà, ça c'était une première étape. Et après on nous a dit, alors ça c'est bien, mais moi je veux savoir quelle est la relation entre ces entités, comment je sais qui parle avec qui est employé par telle société, etc. Donc on fait également de l'extraction de relations d'entités dans vos contenus. La catégorisation, comme son nom l'indique, c'est être capable de classer vos documents en fonction de certaines catégories, le sport, le voyage, la politique, etc. Et on fait également de l'analyse de sentiments. Alors on le fait à 2 niveaux. Au niveau du document, est-ce que cet article, est-ce que ce commentaire est positif et négatif? Mais on s'est aperçu que pour la vraie analyse, c'était pas forcément le plus pertinent. Et en fait, l'analyse de sentiments au niveau de l'entité devenait plus intéressante. Donc c'est ce qu'on a fait et je vais vous montrer ça juste après. Voilà, donc ça c'était ma seule slide sur nos fonctionnalités. Pour ceux qui nous connaissent d'avant, puisque ça fait 20 ans qu'on est là, qu'est-ce qui a changé? Donc avant, je vous le disais, nous avions 2 plugins qui s'appelaient le plugin d'analyse morphologique du texte et le plugin de matching des noms. Ça couvrait pas toutes nos fonctionnalités.
ça ne couvrait pas toutes nos langues, et ça ne parlait pas toujours aux utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on a fait un travail de repackager nos plugins, de les rendre plus accessibles, de les rendre plus faciles à installer, et on les a renommés. Alors j'ai laissé les noms en anglais, puisque si vous allez sur notre site internet, c'est pour que vous puissiez retrouver les bons noms pour les bons plugins. Donc le Multilingual Search Enhancement, c'est être capable d'améliorer la qualité de la recherche, et ce, dans plusieurs langues, et garder un niveau de qualité, garder le même niveau de qualité. Le Document Enrichment, c'est comment je fais pour enrichir la recherche sur mes documents. Donc, et vos documents, ça va prendre au sens large, ce sont vos données. Et la résolution d'identité, comment est-ce que je peux être sûr que j'interagis bien avec la personne à laquelle je pensais. Et je vais vous citer quelques exemples. Donc maintenant, toutes les fonctionnalités que nous avons, même les dernières, catégorisation, relations et sentiments, sont disponibles sur Elasticsearch. Tout est en Java, c'est plug and play. Avant, il fallait coder un petit peu plus. Maintenant, l'objectif, c'est vous downloader votre plugin et c'est prêt à être installé. Et je vous ai quand même mis, c'est un nouveau message, c'est le petit côté marketing, puisque c'était plus simple pour les personnes de comprendre ce que faisaient les plugins, leurs bénéfices avec ces nouveaux noms-là. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué. C'est disponible dans le cloud, donc on est hébergé chez AWS aux États-Unis, ou ça peut être installé également on-premise chez vous. Voilà, donc ça, c'est les deux possibilités pour obtenir les plugins. Donc le premier, le Document Enrichment, l'enrichissement de documents. Donc l'objectif, c'est de créer des métadatas et créer des tags sur vos documents pour enrichir votre index et donc pouvoir rechercher de façon différente. Donc, être capable de mettre des tags sur quelles sont les entités présentes, quel est le sentiment de ce document, quelle est la catégorie, etc. Donc, c'était aider nos clients à penser différemment lorsqu'on va effectuer des recherches sur vos données. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire une fois que vous avez créé justement ces tags-là. Alors, pour qui est-ce qu'on a créé ce plugin? Il n'y a pas besoin d'être technique ou d'être expert Elasticsearch pour comprendre, ou même en NLP pour comprendre ce que fait ce plugin-là. On l'utilise surtout, donc les data scientists l'utilisent, les gens qui font de la veille concurrentielle, on a pas mal de sociétés qui nous utilisent pour leur veille concurrentielle, pour les directeurs marketing, les directeurs commerciaux, les responsables du Customer Success. Voilà, ce sont des cas que nous avons, puisque c'est être capable de dire et de faire des recherches du style, voilà, alors je suis responsable produit et je veux savoir quels sont tous les commentaires négatifs que l'on dit sur mon produit. Et j'ai plusieurs produits dans mon portfolio, donc je veux savoir tous les commentaires négatifs sur le produit A, sur le produit B, sur le produit C. Ça, ce sont maintenant des recherches et des informations que vous pouvez trouver grâce à l'analyse de sentiments. Ou c'est être capable de dire combien est-ce que j'en ai qui mentionne le président, mais qui peut être nommé de différentes façons. Donc, ça peut être Monsieur le Président, bon, en France, ça peut être Emmanuel Macron, Monsieur Macron, etc. Être capable d'avoir toutes ces remontées-là à partir d'une entité et plus une recherche à partir de mots-clés. Et donc là, je vous ai listé quelques cas d'usage que nous avons. Donc les voix du client, c'est vraiment les dossiers sur lesquels on travaille le plus en ce moment. Et le e-discovery. Vous êtes avocat, vous avez un cas où vous devez faire de la recherche dans des millions de mails peut-être, des milliers d'emails. Vous avez plein de textes à lire. Et c'est être capable de dire, bah voilà, dans ce cas-là, je veux la liste de toutes les personnes qui sont impliquées. Je veux la liste de toutes les sociétés qui sont dedans. Mais si vous ne connaissez pas les noms, vous devez tout lire. Et c'est ça qu'on veut éviter aux clients, c'est dire avoir une synthèse de ce qui se cache dans vos documents. Et le web mining, donc c'est voilà, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais passer à la partie démo. Donc c'est une démo qu'on a faite spécifiquement pour montrer comment Rosette marche sur Elasticsearch. On l'a présenté durant l'Elasticon qui a eu lieu à San Francisco. Donc vous vous doutez bien qu'il y a de l'Elasticsearch derrière. Et voilà, alors ça c'est un exemple d'interface. Le client et les utilisateurs n'ont pas cette interface, ils créent l'interface qu'ils veulent. Mais là c'était dans le cadre de la démonstration, c'est ce qu'on a développé. Alors vous voyez, il y a des nouveaux filtres que vous pouvez créer maintenant. C'est dire je veux voir que mes documents dans une certaine langue, je veux voir mes documents que dans une certaine catégorie, je ne veux voir mes documents que dans un certain sentiment. Et là, je vais taper, par exemple, Cambridge, puisque, voilà, et je l'ai mal tapé. Voilà. Donc là, hop, donc on utilise Kibana
pour montrer les résultats. Là encore, les utilisateurs utilisent Kibana et les graphiques qu'ils veulent. Nous, on a utilisé des petits pie charts comme vous pouvez voir. Et il y a différents niveaux d'analyse, de granularité que vous allez pouvoir avoir. Donc là, j'ai tapé Cambridge, en haut, vous l'avez vu. Et là, je sais que dans mon index, j'ai 25 documents qui mentionnent le mot Cambridge. Alors, ce n'est pas une démo live, dans le sens ça ne va pas chercher sur Internet en continu les informations. On a uploadé 5000 documents. Donc, c'est ce qu'on a indexé d'abord, je voulais vous le préciser. Voilà, donc là, je sais que j'ai 25 documents du coup, qui mentionnent le mot Cambridge. J'ai 318 entités qui ont été remontées. J'ai une première synthèse, je sais que c'est majoritairement en anglais, dans la catégorie business, et que le sentiment est plutôt neutre. Premier niveau. Le deuxième niveau, c'est être capable de dire, voilà, mais dans mes documents, vu que Rosette est capable d'extraire 21 types d'entités différentes, quels sont les 3 types d'entités qui reviennent le plus souvent? Le nom de personne, le nom de lieu et le nom de société. Donc là, vous voyez, troisième niveau, c'est de dire, bah voilà, j'ai mes tags, je crée mes métadatas au niveau du document. Et après, donc, à chaque fois, ça peut être un peu lourd parce que vous avez toutes les entités qui ont été, et ça bug, voilà, qui ont été identifiées. Donc, vous pouvez choisir bah, voilà, les organisations, les lieux, les sociétés, j'ai pas besoin de les voir. Les lieux, oui, c'est ça. Les lieux, j'ai pas besoin de les voir. Je m'intéresse qu'aux personnes mentionnées dans mes résultats. Donc, le premier parle du prince William et de Kate qui attendent leur 3e enfant. Et admettons, vous ne savez pas qui sont le duc de Cambridge et la duchesse de Cambridge. On a cette capacité aussi à faire le lien entre des entités nommées et le monde réel, on peut dire ça comme ça. Donc, on va être capable de se connecter à une base de connaissances. Pour notre démo, on a utilisé Wikipédia. C'est souvent ce qui est utilisé. Après, si pour un client, ce qui est intéressant, c'est leur annuaire interne, ça peut également se faire. Voilà, donc je ne sais pas qui est la duchesse de Cambridge. Ah, voilà. Ah, bah c'est elle. Ah, bah je comprends mieux. Hop, j'ai accès à la page Wikipédia. C'est avoir des informations à portée de main beaucoup plus complètes et beaucoup plus rapidement. Donc voilà, ça c'est un exemple de page Wikipédia que vous pouvez voir. Voilà, donc ça c'était quelque chose que je voulais vous montrer. Donc là on voit que le sentiment il est neutre, mais on est capable aussi de faire du sentiment par entité et du coup ça va pas être assez grand. Il faut que je diminue. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a pas eu énormément d'activité sur l'entité la duchesse de Cambridge, mais vous pouvez voir voilà, qu'il y a quand même de l'activité, il y a des sentiments négatifs, des sentiments positifs, des sentiments neutres, etc. Et ça, vous pouvez l'avoir sur chaque entité que nous sommes capables d'identifier. Parce qu'Ariana Grande, elle a un petit peu plus d'activité. Donc c'est un jeu que vous pouvez faire à chaque fois par entité. Alors, donc ça, c'est le premier plugin. Après, donc, on a vu qu'ils étaient plutôt dans la catégorie famille et parents, Kate et William. Sauf que moi, quand j'ai tapé Cambridge, en fait, ce n'était pas la catégorie qui m'intéressait. Donc là, je vais être capable de dire, bah, Cambridge, c'est bien, mais moi, je suis intéressée par la partie business. Est-ce que mes résultats vont changer? Et normalement, si tout se passe bien, oui. Donc voilà, maintenant, je n'ai plus que 8 résultats et vous allez directement aux articles qui vous intéressent, c'est-à-dire Cambridge dans la catégorie business. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire et également faire de la recherche par entité. Hop. Donc là, c'est si je tape Donald Trump, alors, avec un espace. Parce que lorsqu'on a cherché, en fait, on a fait des recherches Donald Trump en mots-clés, on s'est aperçu que les informations qui remontaient, c'était par exemple un expert qui disait surtout n'investissez pas dans les fonds Trump ou dans les actions Trump. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui nous intéressait. Donc, on a mis à disposition cette possibilité de faire des recherches vraiment par entité. Ce qui fait que vous n'allez pas trouver que des résultats qui mentionnent Donald Trump, mais des résultats qui vont mentionner le président Trump, Donald J. Trump, Donald Trump, etc. Donc c'est être capable justement de voir qu'une entité peut avoir différents noms et à chaque fois voir que c'est lié à la même page Wikipédia. Si je fais là, voilà, il y a un peu plus d'activité sur les sentiments par rapport à l'entité donc Donald Trump. Voilà, donc là, c'est le premier plugin. Alors, je ne vous ai pas précisé pour les questions techniques, j'ai un collègue qui s'est connecté.
Donc à la fin de la présentation, si vous avez des questions, il sera là pour y répondre et vous pourrez poser toutes les questions techniques que vous voulez. Alors le deuxième plugin, qui est le plugin de résolution d'identité, il y a une histoire à ce plugin. Donc ça inclut notre plugin qui est capable de comprendre les similitudes entre des noms. J'ai un nom écrit en chinois, j'ai un nom écrit en caractère latin. Comment est-ce que je peux savoir que ce nom est identique ou pas? Sachant qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle universelle disant que lorsque vous avez un prénom, il doit être absolument traduit de cette manière-là. Vous prenez mon prénom Jeanne, en anglais ça peut être traduit par Jane, par Joanne, par Jean, par Ginny, etc. Donc il n'y a pas de règle universelle là-dessus, donc on a cette solution qui permet justement de comprendre les différentes variations qu'un prénom et un nom peuvent avoir. Et l'histoire, donc, c'est qu'à la base, c'était plutôt utilisé par les gouvernements, par les agences de sécurité, de surveillance, le FBI, la CSA, etc. Une histoire triste que l'on raconte, c'est le cas de l'attaque à Boston lors du marathon. En fait, les frères Tsarnaev, donc, qui ont déposé la bombe, avaient été identifiés et leur nom avait été fourni au FBI par les Russes. Sauf que lorsqu'ils ont fourni les noms, ils l'ont écrit en cyrillique. Et lorsque c'était affiché dans la base du FBI, c'était donc en caractère latin, et il y avait encore un autre nom sur le passeport, ce qui fait que même s'il était sur une liste de surveillance, même s'il n'avait pas l'autorisation de rentrer sur le territoire, lorsqu'ils ont scanné le passeport, il n'y a pas eu de match entre les différentes variations de ce nom. Et ça, c'est ce qu'est capable de faire le plugin de résolution d'identité. Sauf que cette application qui était plutôt sécurité, gouvernement, maintenant a un autre cas d'usage dans le monde commercial. Parce qu'on veut être sûr, lorsque vous avez, c'est les différents cas d'usage que je vous ai mis, vous faites votre booking sur Internet pour votre hôtel, vous utilisez votre surnom. Voilà, c'est le compte que vous avez créé sur, je ne sais pas, booking.com. Je m'appelle William Ray, moi sur booking.com, j'utilise Bill Ray. Et il y a cette personne qui va faire ce check-in à l'hôtel, qui va présenter sa carte d'identité, ça va être William Ray. Donc on a intégrer d'autres informations que nous pouvons matcher. Donc, c'est-à-dire qu'on peut matcher au niveau du nom, on est capable de comprendre la date de naissance maintenant et le lieu de naissance. Et au fur et à mesure de nos cas d'usage, nous allons rajouter des informations comme celle-là. Donc, un responsable CRM qui veut être sûr qu'il n'a bien qu'un seul dossier client par client. Nous, par exemple, avec Rosette API, on a des gens de Russie qui s'inscrivent. Ils utilisent leur nom en écrivant en cyrillique ou des Chinois qui écrivent en chinois, en caractère chinois, etc. Sauf qu'ils créent un deuxième compte et ils le mettent en caractère latin et ils essaient d'en créer plusieurs en utilisant des petites variations sur leur nom. Donc, même un cas d'usage tout simple comme celui-là, on s'aperçoit que le fuzzy name matching a de l'intérêt, s'assurer qu'on n'a bien qu'un seul dossier, qu'un seul profil client par client. On travaille beaucoup avec les banques qui veulent s'assurer que la personne qui demande un prêt n'est pas déjà sur une liste de surveillance ou une liste noire, je ne sais pas comment ça se dit, mais voilà, il ne faut pas faire de business avec eux, en gros. Donc, toutes les policies contre le blanchiment d'argent, etc. La vérification d'identité des patients, surtout aux États-Unis, où là, c'est s'assurer que vous n'avez pas une seule personne qui fait plusieurs demandes d'assurance, en utilisant des noms similaires, mais avec juste des petites variations pour essayer de confondre tous les systèmes informatiques internes. Voilà. Alors, pareil, je vais vous faire la petite démo, la déballe. C'est toujours, de toute façon, les 3 plugins sont sur cette plateforme-là. Et là, on a uploadé l'OFAC list. C'est une vraie liste, c'est une vraie liste de gens avec qui il ne faut pas faire du business. On travaille par exemple avec Airbnb, je vous disais, il y a d'autres applications que celles du gouvernement, où l'objectif, c'est ils utilisent une liste comme l'OFAC list et ils s'assurent qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans cette liste, qui a créé un compte. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas un dealer de drogue qui vient chez vous, ou au contraire, vous allez chez un dealer de drogue, etc. Donc là, j'ai l'OFAC list et il y a donc un vrai monsieur qui s'appelle Jesus Alfonso Lopez Diaz. Donc vous voyez qu'il y a de quoi se tromper quand même. Voilà, qui est dans cette liste. Et là, on vous a montré 2 colonnes. Donc Elasticsearch a nativement des fonctionnalités pour comprendre les variations de noms. Et Elasticsearch est capable d'en comprendre 4 ou 5 différentes variations, il me semble.
alors que Rosette est capable d'en comprendre un petit peu plus. On en comprend 11 variations ou variances, comme vous voulez, aujourd'hui. Donc, ce qui fait que si la résolution d'identité est quelque chose d'intéressant pour vous, mais n'est pas au cœur de votre projet ou votre plateforme, Elasticsearch saura très bien faire le travail puisqu'il en identifie quelques similitudes. Si c'est vraiment pour de la surveillance, de la sécurité ou quelque chose de beaucoup plus important, vous allez voir qu'il y a quelques nuances entre Elasticsearch et Rosette. Donc j'ai commencé par mon brave monsieur, où vous voyez qu'en tout, il y a 83 résultats possibles. Bon, alors on a dit qu'il y a quand même de quoi se gourer. Donc j'ai oublié son dernier nom de famille, j'ai oublié quel était le nom, enfin son deuxième prénom. Et là, vous voyez qu'effectivement, bien en se trompant, hein, il revient quand même chez Elasticsearch et chez Rosette à la tête des résultats. La grande différence que vous pouvez noter, c'est qu'on va donner ce score de similitude, ce qui fait que vous allez savoir justement si vous devez tout travailler à la main et regarder chaque dossier, ou est-ce que vous voulez vous concentrer sur un seul. Donc c'est ce que fait ce score, en fait. Il vous dit quels sont les noms qui peuvent être intéressants pour vous. Alors j'ai fait ça, mais il a utilisé son petit surnom, Chuy, qui est un surnom pour Jesus en espagnol. Donc là, on va voir effectivement qu'on va être capable de le repérer en ayant bien modifié son nom. Hein. Vous avez un score de similitude de 77%, alors que Elasticsearch va le trouver, mais ça va être plus bas en fait dans la liste. Il est ici. Donc voilà, encore une fois, ça dépend à quel point vous voulez automatiser la recherche et les comparaisons en fait, de noms. Donc il y a ça. Ou alors, vous êtes au support, il y a un monsieur qui vous appelle, votre client qui vous appelle, il est en voiture, vous n'entendez pas très bien, et il vous dit bah, « je m'appelle Jesus ». Ah, j'ai pas entendu, et je vais éviter de lui faire répéter 15 fois. Donc j'écris Jesus comme ça. Et vous voyez que là, par exemple, j'ai tellement modifié le nom, par contre, que je suis tombée en dessous des 70%. Les 70% de similarité, c'est un score que nous avons créé. Mais chacun, en fonction de ce qui est intéressant pour vous, vous pouvez décider que vous ne voulez voir les noms qu'au-dessus de 60%, qu'au-dessus de 90%, etc., etc. Donc là, c'était pour vous montrer qu'on est capable de le trouver, mais on a tellement abîmé et altéré son nom qu'il est passé en dessous de la barre des 70%. Et après, donc, il me semble que celui-là, il va remonter, voilà, qui est un peu plus proche. Donc, on utilise des modèles heuristiques et statistiques pour remonter ça. Et on le trouve toujours pas, d'ailleurs. Hop, Jesus Alfonso El Diaz, je rajoute quelques éléments. Et là, j'ai remonté son nom. Voilà. Ensuite, alors je ne savais pas comment écrire son nom en cyrillique, en chinois, donc on a tout préloadé en avance. Voilà, donc notre cher monsieur, dans une liste, dans une base de données, écrit en caractère chinois. Ça, c'est le cross-script, on le nomme comme ça. Là, on est capable de le détecter avec un plutôt bon score de ressemblance. Et pareil, voilà, si vous voulez le faire en russe, on va être capable d'en détecter quelques-uns également. Voilà, donc ça, c'est pour le fact. On est capable de le faire sur les noms de sociétés. Là, on a vu des prénoms et des noms de personnes. Là, on va aller plus rapidement. Hibet Sports, qui est le nom d'une société classée au Nasdaq. J'ai oublié l'espace entre les mots. Bah, là, en fait, on est quand même capable de le trouver. Et pareil, pour Stone Castle, j'ai mis des espaces partout. Et en fait, les premiers tokens étaient attachés. Et on va être capable de retrouver ça. Et vous voyez, il y avait 122 résultats possibles. Et le dernier cas, et pareil, je vais passer rapidement dessus pour être sûr qu'on ait du temps pour les questions et pour l'autre présentation, vu qu'il faut qu'on reparte à 21h. Et n'oubliez pas que vous devez finir le 20 avant 21h aussi. Il y a le call center. Donc, j'utilise Richard Johnson, qui est un nom assez commun aux États-Unis. Donc, il y a pas mal de résultats possibles. Donc, je vais devoir lui donner un petit peu plus d'informations. Voilà, je sais que Richard Johnson, mon client, je sais qu'il est né aux États-Unis. Et c'est là où je vous disais qu'on est capable de comprendre d'autres critères pour pouvoir faire un matching de dossiers, en fait. Donc voilà, donc déjà, j'ai un petit peu plus de résultats. J'ai 5 résultats qui remontent avec Richard Johnson, qui pourrait être né aux États-Unis. Mais là, en fait, pour remonter ces résultats, il calcule des similitudes entre
le prénom, le nom, la date de naissance, le lieu de naissance et le lieu de naissance. Et après, il fait une pondération de tout ça pour vous donner le score final. Donc, mon cher Richard Johnson, c'est bien, j'en ai 5 à regarder, j'ai pas le temps, j'ai mon client au bout du fil, comment je fais? Bon, alors je me rappelle qu'il est né dans les années 1950, mais je suis pas sûre, donc je vais dire qu'il est né un certain jour, un certain mois, en 1956. Et on va voir que là, du coup, Richard Johnson, donc, qui est né aux États-Unis, qui n'est pas en fait né en 1956-1954, le dossier client que je cherche est celui-là. Sauf qu'il n'était pas enregistré sous le nom de Richard, ou Richard, si vous voulez le faire à l'anglais. Il était enregistré sous le nom Rich. Voilà. Et le dernier plugin, qui est là un petit peu plus technique, puisque ça englobe toutes les fonctionnalités d'analyse linguistique et de texte. Donc là, ça va être la tokenisation, être capable de dire où sont les mots. Alors en français, c'est facile, on a un espace entre les mots. En chinois, c'est un peu plus compliqué puisque vous le savez que les caractères s'enchaînent et il est difficile, à moins d'avoir une expertise linguistique, de savoir où sont ces mots. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire et on le fait dans plus de 50 langues. Et c'est ça qu'on a fait. Voilà, ça, c'est nos fonctionnalités et notre outil plus historique. Alors, ça parle beaucoup plus aux experts de Natural Language Processing, des experts en moteur de recherche, des experts en linguistique, puisque c'est vraiment, regardez, il y a plus de code, etc. Donc, ceux qui l'utilisent, c'est plus les développeurs, les codeurs, les responsables de projets search, etc. Et les développeurs d'applications. Donc, on travaille pas avec un certain type de société, on travaille avec des startups, on travaille avec des grandes boîtes, avec des applications multiples. Il y a autant d'applications que d'entreprises, donc je peux même pas vous généraliser une façon d'utiliser ce module-là, puisqu'à chaque fois, c'est une pièce d'un puzzle dans un projet plus large. Alors ça, j'ai listé quelques projets que nous avons eus. C'était par exemple Yelp, qui est une plateforme pour rechercher des informations sur des sociétés ou un restaurant, etc. Ils nous utilisent pour être sûr que la recherche qui se fait en anglais ou dans d'autres langues soit faite avec la même précision. Ça va être améliorer la recherche dans les applications internes. Donc vous prenez votre CRM, c'est être capable de lui donner le petit coup de pouce pour avoir moins de faux positifs. Et matcher les CV avec les postes. Donc on a un de nos clients qui nous a utilisé pour ça. J'ai une liste de CV, j'ai une liste de postes et je veux pouvoir automatiser et trouver des matchs entre les deux. Donc ça, c'était certains projets sur lesquels nous avons travaillé. Et la petite démo, je suis sûre que vous allez être très surpris de voir l'interface qui a été utilisée. Donc là, c'est très rapide. C'est pour... hop. Voilà. Donc là, on s'est basé sur Wikipédia. Et c'est là où on vous montre la différence entre ce qui est nativement dans Elasticsearch et ce qui se fait avec Rosette. C'est-à-dire le stemming, je regarde les mots qui se ressemblent, et la lématisation, je regarde les mots qui ont la même signification. Donc là, je vais vous donner un petit exemple. Donc je cherche des informations sur l'univers. Alors j'espère que vous voyez un petit peu. Voilà, donc dans un cas, j'ai 21 documents, dans l'autre, j'en ai 230. Donc dans un cas, on se dit, je loupe des informations. Et dans l'autre, on se dit, j'aurai jamais le temps de regarder mes 230 articles. Alors, comme ça, donc forcément, c'est un petit jeu. Est-ce que vous voyez une colonne qui vous semble plus pertinente, qui vous semble plus intéressante? Gauche ou droite? En regardant les résultats, sachant que vous gardez en mémoire que gauche. Alors, voyons voir qui se cache derrière la colonne gauche. Hop. Oh, ça joue le suspense en plus, c'est bien. Et ça ne marche pas. C'est super. C'est bon. Voilà, donc d'un côté, vous avez la lématisation et d'un autre côté, vous avez donc le stemming. En fait, avec Elasticsearch, vous allez avoir les mêmes résultats. Donc, il ne va pas vous manquer de résultats du côté Elasticsearch ni du côté de Rosette. C'est juste qu'Elasticsearch va vous trouver des articles qui contiennent le mot université, puisque le stem univers et université se ressemblent. Alors que du côté Rosette, avec la lématisation, je regarde les mots qui ont la même signification. Donc, vous voyez que vous avez que des articles qui correspondent à l'univers. Voilà, donc ça, c'est un exemple qui parle bien. Alors, je suis désolée, tout était en anglais parce qu'on traite plusieurs langues. Donc, on n'a pas fait une démo par langue soutenue ou supportée. Donc, voilà, il y a un autre exemple, c'est knife, un couteau en anglais. Le pluriel change un peu. Et pareil, vous allez voir dans un cas...
Est-ce que ça... Oui, ça l'a fait. J'ai un peu plus de documents dans l'un, un petit peu moins dans l'autre. Pareil, petit jeu, lequel vous semble plus pertinent? Quelle colonne? Je peux descendre un peu. En même temps, c'est un peu difficile de savoir. Voilà. Alors, si on regarde, Rosette, pour le coup, c'est l'inverse de tout à l'heure, a plus de résultats qu'Elasticsearch, puisque Rosette, avec toute la sauce qu'il y a derrière, on est capable de comprendre le pluriel des noms. Donc knife, knives en anglais, et il se dit que si vous cherchez des informations sur un couteau, vous allez peut-être être intéressé par des informations sur des couteaux. Pareil, il y a les verbes, il y a certains mots qui to speak, voilà, spoke, spoken, etc. Donc on est capable de comprendre ces différences-là. Voilà, donc c'était pour vous montrer ces 3 petits plugins, c'est la fin de la démo. Donc encore une fois, je suis désolée, je ne suis pas très technique. Alors je suis quand même contente de vous montrer cette slide, parce que je l'ai faite pendant une présentation en anglais. Je me suis pris un gros bide, parce qu'ils ne connaissent pas Astérix et Obélix. Donc là, je suis contente de pouvoir vous le montrer, de faire mon petit jeu de mots sur la recette, avec les ingrédients magiques de Rosette et de Basis. Donc voilà, comme je vous disais, ça fait 21 ans qu'on existe, c'est du développement continu, on essaye de toujours améliorer la qualité, la rapidité et la pertinence des résultats. Et ça, c'est plein de termes que je ne connais pas forcément. Le machine learning, le deep learning, qui sont des techniques qu'on utilise pour nos différents outils. On fait des modèles statistiques, on crée des modèles de règles. Tous nos outils sont à la fois out of the box, donc vous avez des choses qui sont disponibles directement, mais c'est également personnalisable. Vous prenez les entités, je vous disais, on en comprend 21, mais on sait très bien que pour certaines entreprises, par exemple de pharmaceutiques, ils vont vouloir extraire des noms de molécules, des noms de médicaments, des noms de protéines qu'on ne va pas faire nativement. Donc il y a un peu de personnalisation du moteur de recherche à faire. Et voilà, donc ça en comprenant tout ce qu'il y a ici. Voilà. Est-ce qu'il y a... Ah oui, non, j'avais oublié ma dernière phrase que j'ai rajoutée. C'est disponible sur GitHub. Le document enrichment, il est open source. Si vous voulez tester, c'est gratuit jusqu'à 10 000 calls par mois. Donc on vous encourage à venir tester sur Rosette API toutes les fonctionnalités, toutes les langues. Et là, c'est les différents langages que nous supportons. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura un peu aidé, vous aura permis de comprendre ce qu'on fait.